Donc moi, je suis Loïs. J'ai créé un projet qui s'appelle l'Oiseau jardinier il y a 18 mois maintenant. Et il y a quelques mois déjà, on m'a proposé déjà de faire cette conférence. Donc elle est un tout petit peu rodée sur le marché mondial de la fleur et comment ce marché de la fleur coupée, de la fleur coupée pardon, et de la plante en pot sont devenus en fait une industrie mondiale. Quelques mots sur moi. Donc, moi, j'ai mûri ce projet pendant 2 ans. Je viens plutôt du milieu des arts plastiques et de l'histoire de l'art. J'ai été formée à la fleur il y a 17 ans, entre 2 années aux Beaux-Arts. Et puis, j'ai rencontré il y a 3 ans, je dirais, un producteur de fleurs qui se trouve dans l'Essonne, qui s'appelle Fleurs de Cocagne. Et ça a été une très, très belle rencontre puisque, il m'a expliqué comment il produisait ses fleurs et avec qui surtout. C'est-à-dire que c'est un projet, associatif qui, permet à des femmes, en difficulté sociale et éloignées de l'emploi d'apprendre un métier. Voilà pour la petite histoire. C'est-à-dire que moi, je m'étais jamais vraiment posé la question quand j'ai fait ma formation de fleuriste, mon apprentissage, d'où venaient les fleurs que je travaillais. Et en discutant avec lui, j'ai réalisé, à quel point, on d'une certaine manière, on marchait sur la tête avec l'industrie de la fleur. Voilà. Donc ce projet, il a été créé, pour, apporter, quelque chose de plus sensible au métier de fleuriste traditionnel et qui soit, aussi ouvert à la diversité végétale. C'est-à-dire que moi, j'envisageais à la fois de soutenir la production française, et ses savoir-faire en disparition aujourd'hui et à la fois, de donner à voir et à sentir au public des fleurs et des feuillages qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus. Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je dirais qu'aujourd'hui, la population est assez sensibilisée de manière générale aux questions environnementales et notamment par rapport à sa propre alimentation. Par contre, on connaît très, très peu les dégâts de la floriculture. Hem, donc moi, je vous propose d'aborder cette question-là, sous plusieurs angles. Le premier, c'est, qui sont ces acteurs du marché mondial et quels sont les flux mondiaux? Quel est le bilan sur la santé des hommes et des femmes et quel est notre rapport au vivant? Voilà. Et en fin de présentation, en fin de présentation, je vous proposerai quelques solutions, que vous pourrez appliquer au quotidien. Donc qui sont ces acteurs? Aujourd'hui, la plus grande plateforme d'achat-revente à ce jour, ça je pense que c'est communément, connu, c'est, la Hollande. C'est elle, l'acteur principal premier au niveau mondial, suivi de près par l'Équateur, le Kenya, la Colombie, Israël et l'Inde et dernièrement la Chine, qui, produit en masse au Yunnan, mais encore, pour, une distribution en interne, du pays, je veux dire. Les exports sont assez rares, en provenance de la Chine. Donc la plateforme principale, c'est Flora Hollande qui est appelée le Wall Street des fleurs et c'est le plus grand marché aux enchères du monde qui se trouve à Aalsmeer et c'est 60 du commerce mondial des fleurs et de la plante coupée, non, de la plante en pot, pardon, qui passe par, ce qu'on appelle les marchés au cadran, donc ce qui signifie que les fleurs sont cotées en bourse. Pour vous donner quelques chiffres, les 3/4 des importations aux Pays-Bas proviennent du Kenya pour 22 de l'Éthiopie de 12 de l'Équateur pour 10 de Colombie 5 et du Costa Rica 4 Qu'est-ce qu'un marché au cadran? Donc ce sont des milliers de fleurs qui sont coupées en quelques heures aux 4 coins du monde. Elles sont emballées, entreposées dans des gros racks qui sont des espèces de grandes étagères à roulettes, puis dans des containers et enfin elles sont, transportées soit par camion frigorifique, soit par avion réfrigéré et toutes ces fleurs transitent vers la Hollande. Une petite citation d'un article que j'ai lu, dernièrement. Donc pour participer à ce commerce, les fleurs sont expertisées par ce qu'on appelle un commissaire-priseur. Le fournisseur de fleurs
doit signaler l'emplacement, le type, le coût des marchandises qui rentrent dans le système d'enchères et la vente est faite à travers l'horloge des enchères. C'est-à-dire que c'est un système qui consiste à lancer une offre avec un prix élevé, puis ce prix diminue. L'acheteur qui obtient les marchandises est celui qui arrête le chronomètre en appuyant sur un bouton. Donc en gros, pour pouvoir saisir de la marchandise, il faut être ni trop lent, ni trop rapide, sinon on repart sans rien. Ça, je signale qu'en fait, c'est pour les grossistes. Aucun fleuriste ne participe à ce type d'enchères. Donc, quelques chiffres qui transitent donc par Flora Hollande. On a 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. On a 12 milliards de fleurs qui sont vendues par an et 48 millions d'unités qui sont vendues par jour. Voilà. Donc aujourd'hui, les fleuristes comme moi qui s'approvisionnent directement chez les producteurs sont très rares. C'est la Hollande qui a littéralement mangé le marché il y a encore, je dirais, il y a une quarantaine d'années, en France notamment, et qui a fait couler les petits producteurs de fleurs français. Donc pour résumer le circuit, on a les très gros producteurs qui sont disséminés dans le monde entier, dans les pays principaux que je vous ai cités au début, qui travaillent dans ce qu'on appelle des fermes florales. Ensuite, ces fleurs passent aux enchères. Ensuite, elles sont vendues chez les grossistes. Et ensuite, les fleuristes achètent aux grossistes qui ensuite revendent aux consommateurs. Et tout ça se fait en 3 jours, je dirais maximum, parce que la fleur est un produit fragile. Donc en termes de transport et de flux, on parle de centaines de tonnes par jour qui transitent en camion ou en avion. Par exemple, à Quito, en Équateur, on va construire un aéroport plus près des sites de production. L'Équateur fait partie des très très gros producteurs de fleurs au niveau mondial. Et donc, on va créer une flotte d'avions, un aéroport, exclusivement pour le transport de ces fleurs-là. Donc, ce sont des avions frigorifiques, bien entendu. Et là, un autre exemple plus près de nous, c'est en France, à Hyères. Il y a un très gros producteur français qui s'appelle Hortisud. Et donc, les producteurs de chez Hortisud envoient leurs marchandises en Hollande. Non, alors les producteurs envoient leurs marchandises à Hyères, qui envoient la marchandise en Hollande pour qu'elle passe au cadran. Et ensuite, cette marchandise est redistribuée en France. Donc, en fait, les fleurs qui sont produites en France ont déjà fait 3000 km avant d'arriver chez le consommateur. Voilà, voilà. Donc, deuxième partie, la question de la santé. En Hollande, il faut savoir que la santé, le travail et la question des travailleurs immigrants. En Hollande, la majorité des employés sont d'origine polonaise et sont payés moins que le minimum légal fixé par le pays. Autre chose, c'est une culture qui est un danger pour l'humain et l'environnement parce que, ironie du sort, il se trouve que c'est une culture qui contribue à tuer les abeilles, les coccinelles et les autres pollinisateurs, notamment parce qu'il n'y a aucune réglementation en vigueur qui a été mise en place par aucune instance au niveau mondial. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Pour vous donner une idée, pour comparer par exemple avec l'alimentation pour les fruits et légumes. On utilise 1,2 kg de pesticides, enfin la règle au niveau mondial, c'est 1,2 kg de pesticides par hectare de maïs. Pour les roses, on est à 106 kg et pour les lys, on est à 134. Voilà, ça vous donne une petite idée de l'énormité de l'utilisation des pesticides pour la culture de la fleur. Donc forcément des niveaux préoccupants de pesticides et notamment dans les régions des serres en Hollande. Et si ça vous intéresse, il y a un rapport qui s'appelle le Toxic Eden, qui a été mené par Greenpeace Hollande, qui montre que 80% des fleurs et des plantes à fleurs qui ont été testées en Europe sont contaminées par des pesticides toxiques pour les abeilles.
Et par rapport à l'eau, la fleur, par rapport à son volume, son poids, c'est, le végétal le plus gourmand en eau et en produits chimiques. Parce que c'est un produit fragile qui requiert un écosystème précis, et donc on gave la terre de fertilisants pour toujours plus de floraison et donc forcément la fleur s'épuise et on compense par encore plus de produits. Donc on utilise des produits frelatés, non homologués, sans aucune formation ni information et sans limite de protection. Si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez des hommes, des femmes dans des champs en Équateur ou au Kenya qui, sont, littéralement dans des brouillards de produits chimiques. Puisqu'en fait tout se fait par avion, principalement ou par, comment on dit? L'espèce de truc qui pulvérise, voilà, les pulvérisateurs et il y a pas de protection puisque, puisque ça coûte trop cher. Donc pour autant, même si on inclut le transport aérien vers l'Europe, une rose kényane émet 6 fois moins de CO2. Ça, c'est pour vous donner les rapports de pollution quand on parle de transport ou de pesticides. Donc une rose qui, pardon, même en incluant le transport aérien vers l'Europe, une rose kényane émet 6 fois moins de CO2 qu'une rose néerlandaise couvée par des serres et chauffée au gaz naturel. Oui, parce que des fleurs, elles poussent pas à n'importe, elles poussent à toutes les saisons en fait dans ces régions-là. Et en Hollande, il fait pas un climat chaud toute l'année, donc forcément on chauffe des serres. Et donc, là, plus près de nous, ça pose la question évidemment de ce qu'on retrouve dans les fleurs quand on en achète et notamment, chez le fleuriste. Donc il y a une doctorante qui s'appelle Kaoula Toumi qui a analysé pendant 4 ans en Belgique, les fleurs les plus vendues au cours des pics d'activité, donc Saint-Valentin, fête des mères, la Toussaint, et elle a trouvé quasiment, 110 résidus différents de pesticides sur les fleurs et les mains des fleuristes et 70 dans les urines. Donc ce sont bien entendu des substances qui ont été approuvées comme étant cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens qu'on connaît un peu plus maintenant. Et une autre chose, il n'y a pas que les fleuristes, il y a nous aussi, consommateurs, puisque la majorité de ces produits chimiques qu'on trouve dans les bouquets sont très volatiles. Donc quand vous respirez une rose qui vient du Kenya, eh bien vous respirez du diazinon, de l'étridiazole, du finpropidine et de la triforine, voilà, pour les petits noms sympas. Heu, Enfin, dernière partie, moi ce qui m'a, amenée à travailler aussi sur cette question-là, c'est, comment on traite, le vivant de manière générale, donc l'humain bien entendu, mais aussi la flore et la faune. Et qu'est-ce qu'on au même titre que les fruits et légumes, qu'est-ce que ça dit de la normalisation qu'on fait subir aux vivants? Donc, comme tout le monde le sait, les fleurs phares en France sont la rose. Heu, pour vous donner un exemple, dans la nature, on recense à ce jour une centaine d'espèces sauvages et aujourd'hui, on en cultive dans le monde plus de 20 000 espèces, qui ont été, croisées. Ensuite, 2e fleur importante, le lys, la pivoine, le gerbera et l'œillet. Ça, c'est vraiment les fleurs, principales qu'on trouve chez le fleuriste traditionnel. Et on ne nous apprend pas autre chose à l'école, ça je le dis. Donc moi j'ai toujours trouvé que ça manquait de diversité, heu et qu'on pouvait faire le parallèle avec, les légumes qu'on consomme et les fruits. Parce que, on perd, notamment pour les fruits et légumes, à force de croisement pour sélectionner les meilleures espèces, on hybride et pour avoir des légumes et des fruits qui sont solides et qui qui se gâtent pas trop vite, on perd, du coup en intérêt gustatif et en intérêt nutritionnel. Ce qui est finalement un comble. Heu, donc pour les fleurs, par exemple, on ne voit plus passer les saisons. C'est-à-dire chez le fleuriste, il y a pas de saison, on a les mêmes fleurs toute l'année. Et pour vous donner un autre exemple, on a, des laboratoires, pour pouvoir aller dans des aberrations d'hybridation, il y a des laboratoires qui sont, spécialisés là-dedans pour répondre aux exigences des clients, mais aussi aux exigences des fleuristes.
et aux exigences des producteurs pour que ce soit plus simple à… C'est quand même plus simple de produire une fleur qui pousse droit et qui a un bouton identique que de cultiver des rosiers qui partent dans tous les sens, où les fleurs sont tordues, les tiges sont tordues, et forcément, c'est moins simple pour le fleuriste à travailler. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a un laboratoire américain qui s'est penché sur la question de la rose bleue pendant une dizaine d'années, mais ils n'ont jamais réussi à la créer. Donc, c'est aussi de l'argent public qui part dans ce genre de travail qui n'a pas vraiment de sens, enfin pour moi. Voilà. Donc en termes de conclusion, je dirais que bah, déjà, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule rose sur 4 qui est vendue en France, qui aura poussé en France, et qu'on a un cruel manque de savoir-faire, enfin pas de manque, mais en tout cas une disparition. On a une vraie disparition des savoir-faire du fait de la prise de possession du marché par la Hollande et de la normalisation des fleurs. Et je dirais que le constat numéro 2, à mon avis, c'est que c'est à nous de changer notre rapport au temps et aux saisons. Et il ne faut pas oublier que la fleur reste un marché de luxe, contrairement à l'alimentation qui est un besoin vital. Même si on a tous besoin de beauté, je pense qu'on peut quand même prendre le temps de se renseigner pour savoir si son fleuriste ou sa fleuriste se fournit chez des producteurs locaux. Voilà, les petites solutions, eh bien, je dirais que pour moi, en tant que fleuriste, c'est vraiment de relocaliser la production et la distribution et permettre au public de comprendre qu'être producteur de fleurs, c'est un métier et que ça a un coût pour le producteur, et pour la planète, bien entendu. Qu'aujourd'hui, moi, commençant à vraiment connaître pas mal de producteurs, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de mal à se payer, que la concurrence est encore très rude avec les grossistes qui peuvent envoyer vraiment de la marchandise énorme, que les gros clients comme la mode sont très très gourmands et donc quand on fait des… Bien sûr, un petit producteur ne peut pas fournir 10 000 roses pour couvrir la pyramide du Louvre, par exemple. Donc c'est deux poids, deux mesures qui font qu'aujourd'hui, et c'est le même combat encore une fois pour les maraîchers, de se rendre compte que c'est un métier, que ça coûte cher et qu'il y a un coût humain aussi derrière. Voilà, et que aussi, en termes de coût pour le consommateur, ça n'est pas parce qu'on enlève des intermédiaires que les fleurs sont moins chères. Forcément, un producteur français, il a une couverture sociale, il est salarié, donc une fleur, et il a des charges énormes, donc forcément, une fleur ne peut pas être moins chère parce qu'elle est produite en France. Autre chose, moi, c'est un combat que je mène aussi depuis le tout début de mon activité, c'est la question de l'emballage. J'essaye de trouver des fournisseurs qui ne travaillent pas avec du plastique. J'essaye moi-même d'emballer mes bouquets. Il y a zéro plastique. Moi, personnellement, je n'utilise pas de plastique. Et, et j'essaye de comprendre comment les fleurs se comportent en vase quand je les cueille moi-même pour essayer de transmettre aux clients un maximum d'informations. Voilà, donc encore autre chose, demandez à votre fleuriste la provenance de ses fleurs et je crois sincèrement que plus la demande sera réitérée et plus les fleuristes changeront leurs habitudes. Ensuite, en termes de solutions, vous pouvez aller sur le site du label Fleurs de France qui comporte plusieurs labels en fonction de ce que vous voulez acheter. Donc, il y a Plante Bleue, MPS, Label Rouge, Agriculture biologique et Charte qualité fleurs. Mais je mets un bémol parce que, alors achetez là-bas, hein, achetez français, c'est mieux, mais hormis la charte agriculture biologique, il se trouve que la chimie s'avère toujours d'actualité pour la plupart des producteurs. Même si le glyphosate va pas tarder à être interdit, les producteurs se demandent comment ils vont faire. Donc ça veut dire qu'il y aura une baisse de production et potentiellement que les fleurs coûteront un peu plus cher du fait de la rareté. Voilà. Ça marche comme ça. Et moi, je fais partie aussi d'un collectif qui est né il y a quelques temps, qui s'appelle le collectif de la fleur française et qui recense tous les producteurs et tous les fleuristes du territoire français engagés pour une relocalisation à la fois du sourcing pour les fleuristes et la mise en relation des producteurs avec les fleuristes. Voilà, c'est assez intelligent et j'ajouterais aussi que la plateforme Fleurs d'ici fait un gros travail à ce niveau-là,
qui fait aussi partie du collectif de la fleur française. Et enfin, pour finir, je pense que tout un chacun, nous pouvons, je crois que j'ai envoyé à Nolwenn un calendrier des fleurs, qui permet de s'amuser, peut-être en famille pour, apprendre la saisonnalité des fleurs parce que les roses ne poussent pas toute l'année. Ce n'est pas vrai. Voilà. Merci de votre attention.